Bonsoir Gérard Chalian. Bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique et spécialiste des conflits armés et vous rentrez tout juste d'Irak et de Syrie. On va en parler longuement. D'abord, deux questions d'actualité. Sydney, en Australie. Nous sommes à 15 000 km du Moyen-Orient. Une prise d'otage dans un café du centre-ville qui aura duré près de 17 heures. Pourquoi la lointaine Australie? Est-ce qu'en fait, le djihadiste est en train de gagner toutes les terres engagées dans cette coalition internationale? Pour deux raisons. D'abord parce que l'Australie, comme le Canada par exemple, où il s'est déroulé aussi quelque chose il n'y a pas tellement longtemps, est une terre d'immigration. Et d'autre part que nous sommes dans l'univers aujourd'hui de la communication ultra rapide, donc les idées circulent. Je ne suis pas étonné que l'Australie soit touchée. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Mais vous pensez qu'il peut y avoir un terrorisme djihadiste qui prenne pied sur cette si lointaine terre d'Australie? C'est possible parce que déjà la première ministre, il y a de ça 2 ans, avait dit ici c'est un état de droit et si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus. Si ça ne vous plaît pas, parce qu'il y avait eu des incidents, vous pouvez également repartir. Alors, d'autre part, il y a eu tôt ce matin en France un coup de filet dans plusieurs régions, notamment autour de Toulouse et en Normandie. On commence à parler de filière djihadiste. Est-ce que ça veut dire, Gérard Chalian, que les recruteurs de Daesh, du groupe État islamique, commencent à tisser une toile sur le territoire français? Des recruteurs qui ne sont pas nécessairement de Daesh, des recruteurs qui sont des islamistes de toutes sortes, liés ou non à Al-Qaïda ou à Daesh ou à d'autres officines, travaillent déjà depuis des années. Il est très bon, comment dirais-je, de temps en temps, de pratiquer le coup de filet pour savoir exactement où en est la préparation d'un attentat. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait, nous, Français, dans le collimateur. On nous a dit, il n'y a pas si longtemps, les Français, il faut les tuer là où ils se trouvent, partout où ils se trouvent. C'est comme ça qu'un alpiniste a été décapité en Kabylie, comme vous le savez. Donc, il faut s'attendre à un attentat un jour ou l'autre. Il faut aussi reconnaître une chose, c'est que, à part l'affaire Mera, depuis 1996, en France, avec une police franchement bien faite, en 20 ans, nous n'avons eu aucun attentat important. Quand Bernard Cazeneuve dit justement que la menace terroriste est très élevée en Europe en ce moment, dans les pays engagés militairement au Moyen-Orient, vous pensez que le ministre de l'Intérieur dit vrai ou qu'il dramatise la situation? Non, je pense qu'il dit vrai, c'est-à-dire que potentiellement, nous sommes dans le collimateur, particulièrement ceux qui participent de cette présence aujourd'hui en Irak, comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et un ou deux autres, en effet. Gérard Chalian, vous venez donc de passer plusieurs semaines en Irak et en Syrie, dans des zones réputées dangereuses, autrement dit des zones de guerre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur le terrain de tout ce voyage, l'image que vous avez gardée? Je suis frappé par le degré de détermination des Kurdes de Syrie, qui se sont rendus célèbres et qui sont d'ailleurs encore célèbres avec ce siège de Kobané, où ils n'ont pas été écrasés malgré l'indiscutable supériorité en matière d'armement du Daesh. Eh bien, les deux provinces contiguës, celle de Harin, qui se trouve non loin de la mer, et celle de Kamishli, où j'ai été, sur à peu près 250 km, avec les troupes du Daesh à vue, à 1200 ou 1400 mètres avec les jumelles, eh bien, sont des combattants extrêmement déterminés à ne rien céder et qui sont sur un terrain très difficile parce que la Djezira, c'est plat. C'est plat comme la main. Et que derrière, eh bien, il y a les barbelés turcs sur 4 rangées, et derrière ça, une rangée de miradors, et puis la présence de tanks et de soldats, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de pouvoir reculer, et qu'aucun quartier n'est fait s'ils sont pris vivants. Donc ce sont des gens qui ont décidé de ne pas se rendre. C'est la chose qui m'a le plus impressionné. Vous avez eu l'impression de troupes organisées du côté de Daesh? Alors, du point de vue de Daesh, il y a deux types de combattants assez distincts. Il y a ceux qui sont déjà rodés, qui sont là en Irak depuis un moment, qui sont allés ensuite en Syrie, puis qui maintenant reviennent en Irak. Ceux-là sont des bons combattants rompus au feu. Et puis, il y a tous ceux qui arrivent depuis peu, parce qu'il y a eu un véritable appel d'air au mois de juin, lorsque la victoire paraissait au bout du fusil. Ben, ceux-là, il faut qu'ils se
face. Je veux dire que ils sont pas des combattants aguerris. Maintenant, le Daesh, lui, comme il n'est pas très nombreux, hein, il faut pas surestimer, il utilise une stratégie de la terreur, parce que la terreur, si vous voulez, c'est quelque chose qui vous précède. Quand on dit ils arrivent, il faut qu'il y ait un vent de panique. Et là-dessus, ils sont arrivés, effectivement, lorsqu'ils étaient à 35 km de Erbil, qui est la capitale du Kurdistan d'Irak. Il y a eu un véritable vent de panique, et puis avec des gens qui sont déjà partis. Heureusement, à ce moment-là, que les Iraniens, d'une part, le PKK de Turquie et l'aviation américaine sont intervenus pour les stopper net. Est-ce qu'il y a une stratégie d'impliquer les populations civiles, de les infiltrer de la part des islamistes? Les Américains, vous voulez dire, ou les, Non, de la part des Daesh. combattants djihadistes sur place. Oui, dans les villes qu'ils contrôlent, oui, à Mossoul, il y a effectivement, on prend les gamins, on leur fait réciter le Coran, on leur dit, tu es déjà un militant de notre organisation, etc. Oui, il y a véritablement une mise en condition, une mobilisation qu'ils sont en train de faire. Après 3 ans et demi de guerre, est-ce que vous avez pu voir l'état d'un pays vraiment meurtri, des villes abîmées? Est-ce qu'on le voit, ça, à l'œil nu? Oui, on le voit, ça c'est indiscutable. Ceci dit, comme la télé ne montre que ce qui est démoli, il y a un tas de choses pas démolies non plus. Vous voyez, ça c'est une des choses qui vous frappe beaucoup quand vous fréquentez à la fois les pays en guerre et en même temps que vous regardez la télé, vous dites qu'on ne voit que les catastrophes. Ouais. Il y a aussi des gosses qui vont à l'école, dans le calme. Alors, vous êtes aussi arrêté à certains temps à Erbil, donc la capitale du Kurdistan irakien. Est-ce qu'on est toujours dans la situation qu'on a décrite il y a quelques semaines, d'alerte pour les chrétiens pourchassés de chez eux, ou est-ce que certains arrivent à revenir? Pour l'instant, les chrétiens, ce sont des réfugiés, ils sont à l'abri, les Kurdes les protègent. Ils sont bien accueillis. Il y a d'ailleurs une communauté chrétienne ancienne à Erbil, installée dans un village qui fait partie maintenant du Grand Erbil, à Inkawa, un endroit où ils vont librement à l'église et où ils peuvent vendre du vin d'ailleurs. Et effectivement, les Kurdes, de ce point de vue-là, ont été extrêmement ouverts. C'est-à-dire que il n'y a pas de discrimination d'ordre religieuse chez les Kurdes. On est accueillis, qu'on soit chrétien, yézidi, et quelle que soit la secte particulière à laquelle vous appartenez. Merci beaucoup, Gérard Chaliand, de votre témoignage à chaud, si je puis dire, parce que vous êtes rentré il y a quelques jours. Et je conseille un petit livre à nos auditeurs qui voudraient aller plus loin dans la connaissance de la genèse de Daesh. Ça s'appelle « Le retour des djihadistes aux racines de l'État islamique ». C'est signé notre confrère britannique Patrick Cockburn, avec une préface d'Adrien Jaulme, prix Albert Londres. Et ça vient de paraître chez Équateur. C'est un très bon livre et Cockburn est un remarquable observateur. Vous le confirmez. Merci beaucoup.